alors l'opportunité et le privilège de les entendre. Ils vont se présenter, dire ce qu'ils sont, mais d'ores et déjà, je voudrais remercier très sincèrement et exprimer tout mon plaisir de rencontrer Mme Baraka Gazaraboué ici, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et de côtoyer ici à Bamako il y a juste quelques moments quand elle était en poste. Et tout ce qu'elle a fait pour le Mali et le leadership féminin de nos sœurs ici à Bamako. Je voudrais vraiment rendre cet hommage avant de continuer. Mesdames et messieurs, encore soyez les bienvenus. Monsieur l'invité d'honneur, monsieur Hichem. Bonjour. Messieurs, dans cette conférence, mes hommages. Avant de du sujet par rapport à cette thématique, combien importante aujourd'hui pour nous, la géopolitique mondialisée, quelle position l'Afrique doit-elle adopter? Comme nous avons des Afriques et aussi beaucoup de débouchés, comme vous le savez, qui se passent aujourd'hui dans notre continent et aussi ailleurs. Et étant donné que nos destins sont liés dans ce village mondialisé, globalisé aujourd'hui, par les réseaux, par tout ce qui se passe autour de nous, ça serait un honneur pour moi de partager, mais aussi d'apprendre des uns et des autres, que ce soit à travers nos panélistes ici, combien riches en termes d'expérience, combien riches en termes d'engagement au quotidien dans nos pays, à travers les différentes régions du continent. Mais aussi de partager, d'apprendre, et aussi à travers les participants de ces panels. Encore merci beaucoup et soyez les bienvenus. Tout à l'heure, je vais inviter le président d'honneur du Cluster Digital Africa, M. Kassem Aïtiala, de nous expliquer un peu c'est quoi Cluster Digital Africa avant de rentrer dans le vif du sujet. Monsieur le Président, si vous m'entendez, vous avez la parole pour votre intervention. Merci. Est-ce que Kassim est là, connecté? Alors, c'est ça aussi la beauté du direct. Nous allons certainement commencer avec nos invités qui sont en ligne et qui m'entendent. Je vais commencer, bien sûr, par Madame Baranga, de bien vouloir se présenter, aussi nous donner un aperçu par rapport à cette thématique combien importante en quelques minutes avant de passer la parole aux autres intervenants pour planter les décors. Madame, nous sommes à vous. Merci beaucoup, Kondo. Un plaisir d'abord de vous féliciter pour votre nouvelle position au niveau du Sahel, un rôle très important et qui nous appelle aussi à continuer à communiquer sur ce sujet, peut-être plus tard. Mais là, nous parlons du monde entier. Et je suis aussi très content de voir mon ami Hichem, qui vraiment j'ai suivi aussi dans des débats qu'il organise sur la géopolitique. Mais c'est un sujet aussi qui me préoccupe beaucoup et qui me plaît beaucoup parce que je suis dans l'autre côté de la maille. J'étais en plein dedans dans l'organisation internationale qui est l'ONU et où beaucoup se passe au niveau des grandes puissances, mais aussi de toutes les puissances du monde entier. Et avoir servi, surtout dans un poste où j'étais sous-secrétaire général des questions de politique et de sécurité, ça m'a mis vraiment en plein feu dans les dynamiques qui se sont passées ces derniers temps. Donc j'étais privilégié, mais honoré d'avoir été vraiment sous la coupole où nous avons eu dans les années 2000, mais même les années avant, ça nous donne une perspective. Et je me trouve privilégié maintenant d'être de l'autre côté de la frontière où je suis libre de voir ce qui se passe et de pouvoir exprimer aussi et de pouvoir analyser. Et j'apprends beaucoup en fait. Ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire ou de faire pendant que j'étais dans l'organisation internationale, ça me permet d'avoir du recul et de pouvoir lire beaucoup. Et je suis en train d'être fasciné par les deux livres que je viens de terminer. Il y a un qui vient de terminer de Jean-Marie Guéhenno, qui était le secrétaire général adjoint des questions de peacekeeping. Et il avait écrit un livre fascinant, le premier 21e siècle de la globalisation et l'émiettement du monde.
Et un autre livre que je viens de terminer qui est aussi à rapport à ce sujet, c'est Les guerres d'influence des États à la conquête des esprits. J'évoque ces deux sujets parce que ces deux livres nous amènent vraiment dans le cœur de géopolitique, mais comme le sujet porte sur l'Afrique, ça va beaucoup être animé et je crois que nos interlocuteurs vont nous parler beaucoup de ce sujet sur le regard sur l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique, comment l'Afrique va se positionner? Mais déjà, pour comprendre ça, c'est de comprendre la géopolitique actuelle. J'étais dans le cœur dans les années 2000, et je me rappelle bien M. Cohen, quand il venait aux Nations Unies, et c'était, si vous vous rappelez bien, la guerre froide qui venait un peu de terminer, et on se disait qu'on entre dans un nouvel ère, et les dynamiques du G5 dans le Conseil de sécurité, on voyait bien que c'est comme un autre monde qui retrouvait un peu le souffle d'être uni. Et on parlait beaucoup de la Charte des Nations Unies, on parlait de la dynamique du monde, de comment les États vont se mettre ensemble, etc. Mais alors, ce que nous observons aujourd'hui avec l'ère de la mondialisation que nous avons connue, mais nous avons aussi connu l'ère aussi de l'information qui a complètement transformé le monde dans le sens que l'Internet, l'accès à tout le monde, la société civile, les États, on a vu certaines dynamiques. Les dynamiques dans le cœur où nous avons les États et nous avons le reste du monde, qui est la société civile, les dynamiques d'influence et de tout ordre. Et là, ça a changé beaucoup la dynamique. Aujourd'hui, si nous voyons un peu la dynamique qui se passe, en ne parlant pas des États, en ne parlant pas des dynamiques des pays peut-être du G5, mais nous avons vu aussi les BRICS qui se sont créés aussi comme pour dire nous avons les G5, mais nous avons aussi d'autres dynamiques comme le Brésil, les grands États, l'Inde, qui se mettaient ensemble pour contrecarrer un peu cette hégémonie de la puissance occidentale. Et je crois qu'un peu du sujet aujourd'hui, quand nous voyons l'Ukraine et la Russie, un peu la dynamique qui a créé qu'aux jeunes du G5, qui étaient unis, qui parlaient du jardin des Nations Unies, qui parlaient des principes de non-invasion, aujourd'hui nous trouvons au cœur du sujet où nous voyons un des pays de grandes puissances comme la Russie qui se dit, écoute, j'ai la puissance aussi de veto et je peux faire aussi ce que je peux faire comme nous avons la dynamique Russie. Bon. Mais nous savons aussi que cette dynamique, si parler du présent, a beaucoup créé aussi les dynamiques des autres pays. Nous voyons aussi les différentes chaînes qui se disons la géopolitique ou la géospatiale qui se forment. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand nous voyons ces dynamiques, nous nous demandons mais où est l'Afrique dans tout ça? Et nous voyons aussi comme une femme très courtisée, où l'Afrique se tient au moment où on observe ces dynamiques, mais en même temps où doit jouer un rôle et comprendre un peu ces dynamiques. Et je pense que peut-être les intervenants vont nous en parler, c'est le moment où jamais où l'Afrique doit se réveiller. C'est le moment où jamais où l'Afrique doit créer ses dynamiques, ses partnerships, se sentir confidente en elle-même. Et quand je dis en elle-même, c'est aussi tous les fils et les filles de l'Afrique qui doivent comprendre ces dynamiques. Donc, je plante un peu le Je ne sais pas si c'est ma connexion ici, mais nous perdons doucement Madame Baranga. Monsieur Mbo, vous m'entendez? Oui, je vous entends tous les deux. J'entends Madame Baranga très bien aussi. C'est sûrement dû à un problème de connexion de votre côté. Oui, on vous entend aussi, Monsieur Aïtala. Est-ce que les autres m'ont suivi? Oui. Oui, moi je suis. Oui. Ok. Si les autres m'ont suivi, ça me plaît bien de planter ce décor. Et peut-être que avant que je n'écoute Hichem, parce qu'on va beaucoup, je voudrais bien que c'était une session interactive. En plantant ce sujet, j'aimerais bien les dynamiques que vous allez créer sur la géopolitique. Ce serait comme un sujet d'introduction, mais où nous allons beaucoup discuter de ces dynamiques au niveau de l'Afrique et comment l'Afrique se positionne à travers le monde, à travers ces géopolitiques, à travers ces jeux qui se jouent d'influence, mais tout en sachant aussi qu'il y a des dynamiques d'influence extraordinaires qui tirent les ficelles de l'autre. L'élément de gouvernance va être le centre de notre discussion. Parce que quand on parle de gouvernance, c'est aussi se dire, mais cette fille s'est courtisée, excusez-moi d'utiliser le mot, mais l'Afrique, je l'appelle comme une dame très bien courtisée. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses ressources? Et comment gérer ces ressources et ces atouts et savoir que dans ce monde géopolitique qui n'est pas facile, comment justement retrouver sa position. Je m'arrête là pour planter le décor.
tout en saluant tout le monde qui est autour de la table, autour de son réseau. Et j'ai invité aussi quelques diplomates dans ce réseau, j'espère qu'ils sont connectés, qui sont très intéressés par le sujet. Je pense qu'on commence à créer vraiment un think tank et une dynamique assez intéressante par la suite. Merci, Kondo. Allô, M. Kondo? Est-ce que Kondo, tu me suis? Ah, notre modérateur. Monsieur Kondo, vous êtes en mode écoute seul. Veuillez revenir en mode speaker, s'il vous plaît. Le temps qu'il revienne, M. Aïtala, il avait posé la question à savoir si vous pouvez nous parler un peu du cluster Digital Africa en quelques mots, après votre présentation, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Donc, c'est Paris qui vous parle, là, avec beaucoup de cœur et beaucoup de joie d'être parmi vous, parce que dès qu'on sent un peu l'Afrique, on revit nos sentiments profonds et puis notre famille. Et il y a tellement d'espoir en ce continent que nous, au Cluster Digital, on le prend à cœur. Donc, je vais commencer mon intervention. C'est j'ai écrit quelques lignes pour vous dire ce qu'on est au Cluster Digital, ce qu'on ambitionne de faire et comment on le fait. Donc, mesdames et messieurs les ministres, chers ambassadeurs, monsieur Amadou Diawara, président de notre Cluster Digital Africa. Allô? Oui, on vous entend. Hein. Chers participants et invités, c'est un honneur pour moi, en tant que président d'honneur du Cluster Digital Africa, de participer à ce webinaire sur la géopolitique économique mondialisée post-Covid en Afrique et sur le positionnement de notre continent et quel positionnement de notre continent doit-il adopter. Pour être franc avec vous, il faut qu'on soit clair entre nous. Je peux vous affirmer qu'à date, il n'y a aucun expert au monde, ni intelligence, ni source d'information prospective qui pourrait nous dire que sera le monde de demain. C'est clair, on est dans une nébuleuse jamais égalée. Nous sommes confrontés à de nombreux défis tels que la situation économique mondiale difficile, la crise sanitaire et alimentaire, les tensions et le leadership géopolitique entre les États-Unis d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre, le terrorisme, la démographie, les réfugiés, les déplacements de population, l'environnement et le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, l'inflation, l'endettement et l'insécurité. Cependant, je voudrais partager avec vous une vision optimiste parce que au cluster digital, la majorité, c'est des jeunes et on ne va pas leur séquestrer leur avenir pour l'avenir de notre Afrique, car nous disposons de nombreux atouts, que nos ressources naturelles et notre terre arable, ainsi que de la jeunesse, des femmes, et n'oublions pas notre diaspora africaine qui a perfectionné son savoir-faire à l'étranger. Nous avons besoin de partenaires pour nous accompagner dans notre croissance, mais nous ne cherchons plus les aides ou les prêts. Nous cherchons des partenaires gagnants-gagnants. Nous appelons à un plan Marshall africain, un plan appelé Mandela, doté d'un fonds d'investissement conséquent, je parle de trillions de dollars, pour que nous puissions intégrer l'économie mondiale et renforcer les investissements intra-africains et intracontinentaux. Nous avons toujours su donner et partager. Et cette approche nous permettra de réussir ensemble. Le marché commun, ZLEFAC, sera un facteur clé pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que pour renforcer les investissements intracontinentaux et intra-africains. Le numérique 3.1 et l'industrie 4.0 transformeront notre façon de vivre et de travailler et permettront de nous adapter rapidement au changement. Cependant, nous devons protéger nos données stratégiques et repenser l'évolution des processus pour nos entreprises afin de les rendre plus compétitives. Nous sommes dans les 30 audacieuses, mesdames et messieurs, une période d'opportunité pour l'Afrique et pour le monde.
Le numérique représente une opportunité pour toutes nos PME, TPE et TI traditionnels. Nous devons proposer des produits et des services personnalisés, adaptés aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des consommateurs, fondés sur la collecte, le traitement et l'exploitation des données. L'intelligence collective sera le fil conducteur pour construire le nouveau monde. Les sciences et le savoir seront sans limite. L'harmonie humain-nature sera de fait. Et l'entreprise créateur d'emplois et de richesses sera au centre du dispositif. Chers amis, je suis fier de vous informer qu'au Cluster Digital Africa, nous avons une vision prospective de sortie de crise africaine et participative autour de l'intelligence traditionnelle, l'IT. L'intelligence issue de nos sages et ancêtres africains, qui reste pour nous une ressource inestimable et non exploitée dans le développement économique et social de notre continent. Elle est basée sur la sagesse collective, la collaboration, l'harmonie avec la nature, le respect des valeurs et des traditions, ainsi que sur la transmission des connaissances de génération en génération. Bienvenue dans le nouveau monde. Le nouveau monde. L'histoire de l'Afrique est riche en traditions ancestrales qui ont contribué à la cohésion sociale et à la résolution des conflits. Les valeurs telles que la solidarité, l'entraide, la justice, la tolérance et la paix sont au cœur de l'intelligence traditionnelle africaine. Ces valeurs sont toujours pertinentes aujourd'hui et devraient être intégrées dans les stratégies de développement économique et social de l'Afrique. L'intelligence traditionnelle africaine peut également être appliquée dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, qui est un enjeu majeur pour le continent. Les savoirs traditionnels liés à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la gestion de l'eau peuvent aider à préserver les ressources naturelles, tout en assurant leur utilisation durable et équitable. Enfin, l'intelligence traditionnelle africaine peut être un levier pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Les savoir-faire artisanaux, les techniques de production locales et les pratiques commerciales traditionnelles peuvent être valorisées et adaptées aux exigences du marché mondial, contribuant ainsi à la création d'emplois et de richesses. En somme, l'intelligence traditionnelle africaine est un label. Le Cluster Digital Africa en fait son label, une ressource précieuse qui doit être valorisée dans le contexte de la mondialisation économique et sociale. Elle peut contribuer à l'émergence d'une Afrique nouvelle, respectueuse de ses traditions ancestrales et en harmonie avec la nature, tout en s'adaptant aux enjeux du monde moderne. Il ne faut pas qu'on ait peur de s'ouvrir au monde. Le monde est à nous. En ce qui concerne la position que l'Afrique devrait adopter, il est important de considérer les défis auxquels elle est confrontée, ainsi que les opportunités qui se présentent. L'un des principaux défis pour l'Afrique est de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté, tout en faisant face aux pressions environnementales et à l'instabilité politique. Pour y parvenir, il est important que l'Afrique adopte une position stratégique qui prend en compte ses propres priorités ainsi que les tendances mondiales. Cela pourrait impliquer une coopération plus étroite avec des partenaires régionaux et mondiaux, ainsi qu'une mise en œuvre plus efficace des politiques et des programmes de développement. En outre, l'Afrique pourrait chercher à tirer parti des opportunités qui se présentent, notamment en développant les secteurs émergents tels que les technologies numériques et en cherchant à attirer des investissements étrangers. Il est également important que l'Afrique, mesdames et messieurs, continue de renforcer ses capacités dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'infrastructure. La position que l'Afrique doit adopter dépendra de nombreux facteurs, notamment des défis et des opportunités qui se présentent
ainsi que de la volonté et de la capacité des dirigeants africains à travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs. En conclusion, mesdames et messieurs, je suis fier et très fier que le cluster Digital Africa ait choisi de s'organiser dans l'action pour apporter autant que faire se peut sa pierre à l'édifice de développement et appréhender les défis de l'Afrique. Nous travaillons sur plusieurs projets tels que l'infrastructure numérique, l'entrepreneuriat numérique et la sécurité, qui sont des domaines clés pour l'avenir de l'Afrique. Nous sommes convaincus que ces projets permettront à l'Afrique de se développer, de s'intégrer dans l'économie mondiale. Le cluster Digital Africa est un réseau de professionnels africains, internationaux du numérique, engagés dans la promotion et l'accélération de la transformation numérique en Afrique. Nous avons pour objectif de renforcer la collaboration entre les acteurs de l'écosystème numérique africain et de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, les institutions financières, les entreprises et les organisations de la société civile pour favoriser le développement de l'économie numérique en Afrique. Nous avons également mis en marche et en place des programmes de formation et de mentorat pour aider les entrepreneurs à développer leurs compétences et à saisir les opportunités offertes par le numérique. Enfin, nous sommes convaincus que l'Afrique a un rôle important à jouer dans la géopolitique économique mondialisée post-Covid. Nous croyons en une Afrique résiliente, créative et innovante, capable de relever les défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincus que l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale ne peut se faire qu'à travers des partenariats gagnant-gagnant dans lesquels chacun apporte ses compétences, ses connaissances et ses ressources pour construire un havre de paix, avenir commun et prospère. En conclusion, je tiens à réaffirmer que l'Afrique est prête à prendre sa place dans l'économie mondiale. Nous avons les ressources, les compétences et talents pour réussir. Nous avons besoin de partenaires et d'alliés pour nous accompagner, et je le répète, dans cet avenir. Tous sont les bienvenus pour construire ensemble un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci bien, Monsieur le Président d'honneur du Cluster Digital Africa. C'est vraiment un appel croissant et très important aujourd'hui que vous nous avez livré à travers ce message. Nous avons cette chance d'avoir des gens qui sont du monde des finances, ceux qui sont de tout ce qui est policy making, tous ceux qui sont développement, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme extraordinaire aujourd'hui que nous avons à travers ce panel pour parler un peu de cette position que l'Afrique doit adopter par rapport à la situation actuelle dans notre monde. Je vais tout de suite inviter Monsieur le ministre Aruna Nyang de nous livrer sa présentation et ses mots d'introduction tout à l'heure avant de revenir à notre président d'honneur, M. Hicham Ben Aïch, pour ses mots d'introduction. Avec votre permission, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, nous sommes à vous. Monsieur Kondo, je pense qu'il y a un souci avec le micro de Monsieur le ministre. Je vais le contacter de suite. Merci. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, Monsieur le Président d'honneur, M. Hicham, nous sommes à vous pour votre mot d'introduction par rapport à cette thématique importante qui nous réunit aujourd'hui. Monsieur Hicham, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui. Nous sommes à vous pour votre mot d'introduction et aussi les mots que vous avez pour
nos participants. Merci de votre invitation. Je salue particulièrement Madame Mbaranga, notre amie. C'est quelqu'un que je connais vraiment de près pour avoir eu des échanges très forts. Et le Monsieur le Président Kassi, qui est aussi un ami et qui nous a permis de dresser vraiment cette vision programmatique de l'Afrique. Moi, je voudrais ne pas répéter ce qui vient d'être dit, parce que vraiment, là, il y a tous les éléments liés à l'émergence de cette Afrique. Mais je voudrais peut-être essayer d'être dans une vision opérationnelle, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est comment rendre l'Afrique un acteur de l'histoire, et d'abord un acteur de lui-même, ou d'elle-même concernant l'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les données de base liées à l'Afrique, l'Afrique, on le dit et on le répète, c'est un scandale géologique, énormément de ressources en tout genre. L'Afrique, 70 ans après les indépendances, et certes, il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, mais l'Afrique a tout à faire, et je pense que sa marche est extrêmement lente quand on regarde les ratios économiques et les ratios sociaux. On trouve que le continent a besoin de ce qu'on appelle d'un socle, comment dire, une sorte de masse critique en termes de développement, et en termes surtout de développement de chaque pays. 54 États, c'est vraiment une difficulté énorme pour l'Afrique d'être dans cette division, parce que quand on regarde des trajectoires comme le Japon, comme la Chine, comme de développement, hein, de la Corée, on voit comment la vision stratégique et la vision programmatique, au bout de 60 ans, ont permis, et plus, ont permis véritablement l'essor et la sortie de ces pays, et d'entrer dans le cercle vertueux des pays qui comptent. L'Afrique aujourd'hui, et je pense qu'elle passe par une étape historique, c'est-à-dire qu'on rebat les cartes aujourd'hui, les cartes géopolitiques, on le voit à travers la crise Ukraine-Russie. L'Afrique ne doit pas être dans la dépendance, elle est aujourd'hui courtisée de partout, parce qu'on voit que sans l'Afrique, le monde en fait manque d'un poids important, et c'est pour ça que l'Afrique doit négocier ses intérêts, et surtout à travers une démarche de développement de son intrinsèque. C'est-à-dire que l'Afrique, quand on voit même les pays les plus développés comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud sont aujourd'hui en crise. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, on est vraiment très inquiet, surtout quand on voit aussi le Sahel et l'Afrique centrale en difficulté. Je crois que on l'a vu aussi pendant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba il y a quelques jours. On voit cette Afrique qui est regardée par les acteurs qui comptent, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas être dans ce qu'on appelle une sorte de force d'appoint, qui va servir de bouche-trou ou une manière de contrer les uns ou les autres. C'est aujourd'hui un moment historique pour que l'Afrique, et ce sont des processus qui prennent beaucoup de temps. Le développement, c'est pas, il ne se décrète pas. Ça prend du temps, et je crois que l'Afrique doit aller dans ce côté opérationnel pour mettre en œuvre, parce que les atouts sont considérables, mais il faut passer de la virtualité à la réalité pour pouvoir permettre à l'Afrique d'être dans l'émergence, et surtout de sortir de cette dépendance. Pour moi, je sillonne l'Afrique et je vois cette vitalité. Chacun de vous a parlé de cette intelligence émotionnelle.
des éléments qui parlent ce côté humain et qui est vraiment la clé de tout pour ouvrir les cœurs. Et je pense qu'il y a une étape de maturité dans laquelle l'Afrique doit entrer, et c'est le moment ou jamais. Parce que le train, quand on regarde les facteurs d'entropie, les physiciens, c'est un mot savant, mais les physiciens savent pour décrire l'état de désordre dans une matière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui doivent nous attirer l'attention pour pouvoir éviter les écueils et y avoir une trajectoire de développement pour aller déjà réussir ce qu'on appelle les 17 les ODD, c'est-à-dire les points liés au développement humain. C'est un élément capital. Et je pense que l'aggravation de la situation aujourd'hui géopolitique mondiale à travers la crise Russie-Ukraine, parce que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a des éléments, et on le voit, l'impact, les effets sur l'Afrique dans sa sécurité alimentaire et autres. Je crois que l'Afrique, elle a les forces en elle pour pouvoir entrer en résonance avec d'abord sa propre jeunesse. Le président Kassi a dit cette force de l'innovation. Aujourd'hui, on oublie une dimension qui va encore nous pousser à relever le défi, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un monde de demain qui a commencé aujourd'hui, mais qui exige un changement total de logiciel. C'est-à-dire que ça suppose quoi? Ça suppose que l'Afrique pense son modèle d'éducation et de formation. C'est un axe majeur pour pouvoir déjà entrer dans cette ère nouvelle. Et je pense que on le voit, il y a des éléments, la vitalité africaine, mais c'est un mouvement brownien. Il n'est pas rationalisé, il n'est pas dans une trajectoire pour mutualiser et pour arriver à donner cette force à l'Afrique en tant que puissance. C'est que individuellement, l'Afrique arrive à avoir des éléments de cette modernité, mais ce n'est pas ni mutualisé et la mise en synergie manque terriblement en Afrique. Quand on voit, pour vous dire que la difficulté de vivre sur la terre africaine, j'ai pris avec des amis un avion pour circuler, pour vous dire le problème de communiquer et de se déplacer en Afrique. J'ai fait 4 pays dans un petit avion et j'ai vu toute la difficulté pour aller d'un pays à l'autre. Et très souvent, on passe soit par Dubaï ou par l'Europe pour aller dans un autre pays africain. C'est absolument surréaliste. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons les institutions, nous avons l'ABAD, nous avons Afreximbank pour le commerce, pour les échanges, et nous avons des outils capables aujourd'hui d'aller encore plus vite. Et je pense que surtout, moi, la bataille est essentielle pour moi quand on regarde la Chine, on regarde le Japon et la Corée. C'est vraiment les ressources humaines, c'est un élément fondamental. Et l'Afrique aujourd'hui, elle doit éviter la menace de ce qu'on appelle le nomadisme des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'arrache les compétences partout dans le monde, et le risque pour l'Afrique de pouvoir voir ses cerveaux partir ailleurs, servir d'autres pays, d'autres continents. Et je pense que c'est là où on doit se positionner. Et vraiment, je le dis, la passion de l'Afrique me prend depuis des années, et je pense qu'il faut aller très très vite et pousser les politiques à aller dans cette direction. Merci beaucoup, monsieur le président d'honneur et l'expert aussi en géopolitique et spécialiste de l'Afrique. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure avec les nombreuses questions que les uns et les autres vont nous poser. Mais d'ores et déjà, vous avez parlé, il faut aller vite, il faut aller sur les différentes thématiques, les problématiques qui sont connues. C'est ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, tout intervenant qui nous parlera de cette place-là, de cette position que l'Afrique doit adopter, nous parlera pratiquement des choses que nous connaissons déjà.
Mais aujourd'hui, la problématique, c'est de mettre, comme vous l'avez dit, de sortir de la virtuosité et de venir maintenant dans la réalité. Et cette réalité, elle est très moche quand nous descendons sur le terrain, quand nous voyons comment nos jeunesses sont traitées, quand on pense que les jeunes ou la jeunesse d'une manière générale est l'avenir d'un pays ou d'un continent, et comment nous, nos pays, continuent de traiter, pour ne pas dire marginaliser nos jeunes comme si ils ne doivent pas venir aux affaires. Alors que c'est vraiment le contraire qui se passe dans d'autres pays où les jeunes à 18 ans, 20 ans, 25 ans déjà occupent des postes de responsabilité, et nous comprenons qu'est-ce que et cette transition-là entre transition générationnelle se passe de manière extraordinaire. Aucun conflit, mais une continuité. Vous avez parlé aussi des données, de tout ce qui est intelligence artificielle, intelligence africaine. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses qui nous interpellent ici, et l'Afrique comparée aux autres régions du monde. Alors, je ne sais pas si le ministre Nyang est en ligne, s'il nous entend. Non. Oui, je crois qu'il est là, mais son micro est désactivé. Monsieur le ministre, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro pour nous donner votre mot d'introduction, s'il vous plaît? Alors, avant qu'il ne revienne, je vais quand même répondre avec une question. Tout à l'heure, notre intervenant a parlé d'éviter à tout prix que l'Afrique ne soit pas des bouches-trous du reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous les pays organisent leurs sommets, sommet France-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Russie-Afrique. Et aujourd'hui, la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, c'est de voir comment les différents, même pas les différents pays, mais les différentes régions du continent arrivent à s'aligner derrière un agenda commun ou des intérêts spécifiques pour les défendre. C'est normal que les autres pays ou les autres régions du monde viennent chercher leurs intérêts. Mais qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour défendre les nôtres en Afrique? Donc, je voudrais quand même ouvrir cette question à tout le monde. Comment défendre nos intérêts en tant que continent, au-delà même des pays, dans un contexte d'approche ou de collaboration agressive et violente, parce que les uns et les autres ne vont pas demander comment se faire. Aujourd'hui, quand on voit les mines au Congo, les mines des autres pays, c'est extraordinaire comment les gens sont prêts, comment les compagnies, les pays sont prêts à engager dans la maltraitance la plus totale, en manque complet des droits humains pour exploiter les ressources minières. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Mais comment nous devons faire en tant que continent, en tant qu'institution, pour défendre nos intérêts vis-à-vis de ceux-là même qui viennent les chercher dans le continent? Alors, cette question, elle est ouverte. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour d'abord défendre nos intérêts avant d'aller chercher notre place dans le concert des nations et du monde. Aujourd'hui, je vais certainement commencer par Mme Baranga. Comment défendre nos intérêts en tant que continent par rapport à cette agression extraordinaire? Vous m'entendez? Qui se passe? Oui, on vous entend, monsieur le ministre. Allô? Monsieur Kondo, monsieur le ministre vient de se connecter. Là, on vous entend. Allô? OK, alors, monsieur le ministre, bon, j'avais invité, mais je vais, madame, avec votre permission, nous allons inviter monsieur le ministre à nous donner son mot de bienvenue et en 2-3 minutes rapidement pour qu'on puisse enchaîner avec la question qui vous a été posée. Monsieur le ministre, nous sommes à vous. Monsieur le ministre Nyang, vous m'entendez? Monsieur Mbo, je crois que vous allez échanger avec monsieur le ministre en back-office pour organiser cela. Mais d'ici là, nous allons enchaîner avec madame pour la question, si vous permettez. Madame. Moussa, la question est tellement fondamentale que je dirais
C'était pour comprendre un peu ça. Je pense que notre jeunesse, c'est né aujourd'hui et qu'on commence à lui dire, pour que tu sois un homme ou une femme demain, il faut d'abord que tu commences à avoir vraiment, dès le bas âge, à 5 ans, 10 ans, self-confidence, une confiance en soi. Franchement, ce mot, je le trouve fondamental, je trouve son écho, parce que j'ai comme l'impression que nos pays africains ne se savent pas justement tout ce qu'on a dit des atouts africains, tout ce qu'on a dit des ressources, tout ce qu'on a comme ambition. Il faut d'abord comprendre que c'est nous-mêmes qui devons le faire. Mais pour le comprendre aussi, c'est cette confidence, c'est vraiment avoir une confiance en soi. Je suis d'abord une force. Tu es une force, l'autre est une force, et du moment qu'on a ça, on va comprendre que nous devons avoir un atout de cette force majeure qui nous unit. Nos pères de l'indépendance avaient compris ça quand ils ont créé l'Union africaine. C'était Organisation de l'Union africaine. Et je pense que les slogans de cette époque continuent à résonner dans nos oreilles pour dire qu'ils avaient vraiment l'ambition, c'était les années après l'indépendance, de comprendre qu'en nous unissant, nous avions des forces externes qui étaient très lourdes à porter, qui continuent toujours à s'ingérer dans les affaires africaines. Mais le moment de comprendre que oui, ces forces sont là et on doit les utiliser comme partenariat. Et pas plutôt qu'ils continuent à nous dicter nos règles. Parce qu'en nous dictant nos règles, nous devenons faibles, ils continuent à avoir des influences extraordinaires, ils continuent à nous miroiter un par un et nous diviser. Et là, ça permet justement que nous nous miettons. Nous devenons comme des petites miettes là, complètement. Je venais de parler des grands pays. Je ne vais pas parler des grands pays, mais vous voyez les grands pays africains. Si nous avons des blocs que nous avons actuellement, où est-ce qu'il y a des crises? Où est-ce qu'il y a des crises où nous avons des ressources extraordinaires qui doivent être exploitées et qui sont peut-être exploitées par d'autres? Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que la dynamique, ce ne sont pas seulement les États. C'est aussi les autres forces d'influence qui ont compris qu'il faut aller pêcher à gauche, à droite. Et du moment que vous venez de parler, de poser une question, Moussa, en disant si la difficulté pratique pour rejoindre des forces et défendre nos intérêts dans un contexte d'approche agressive, la compréhension de nos atouts dans les exploitations de nos ressources, la compréhension de nos atouts dans l'éducation, et comprendre que c'est jeune, parce que si tu as des atouts, que tu as l'éducation, qu'est-ce qui manque que justement on exploite ces ressources? On va avoir, comme la Corée du Sud a fait, quand ils se sont divisés en deux Corées, mais l'histoire de la Corée ou les Four Tigers, les Four Tigres, comme on appelait à l'époque, nous apprend une histoire extraordinaire. Je crois Hichem vient d'en parler un tout petit peu. À parler un peu de ces pays qui ont connu des crises, mais qui ont rebondi, c'est parce qu'ils ont investi, je dirais, en deux choses, éducation et des politiques qui comprennent que d'abord nous, et aller piocher la connaissance, mais rentrer chez soi pour justement utiliser cette intelligence que les autres vont venir nous dire, nous sommes intelligents plus que vous. Alors là, nous perdons cette confidence, cette confiance en soi, et nous nous miettons. Aujourd'hui, il vient de le dire Hichem, si nous avons des infrastructures, alors que nous avons des possibilités de créer ça. À l'Union africaine, j'ai suivi l'intégration, c'est le mot qui revient chaque fois. L'intégration à travers le commerce, l'intégration à travers ça. Mais comment nous allons l'avoir? Comment nous allons voir cette intégration si nous n'avons même pas de moyens de transport pour nous permettre à échanger de gauche à droite? Et deuxièmement, je terminais vers là, ce qui est très dommage, c'est si nous ne comprenons pas ça, si nous ne comprenons pas ces enjeux, les autres vont être plus intelligents que nous et sont très malins parce qu'ils vont s'infiltrer petit à petit. Ces ressources vont devenir les ressources qu'ils exploitent, qui vont se transformer chez eux et nous envoyer des miettes. Et nous ne pourrons pas créer ni des emplois, nous ne pourrons pas avoir ces jeunesses-là. Mais l'espoir que j'ai, c'est qu'à travers le numérique, comme monsieur Kassi avait dit, je pense que le numérique va nous réveiller en quelque chose. C'est-à-dire que nous avons des tableaux de bord de croissance qui sont possibles. Nous avons des tableaux de bord qui nous montrent que différents secteurs sont exploitables. Nous avons une jeunesse extraordinaire qui a le savoir-faire et qui veut rentrer chez eux. Et c'est pour ça que je salue
le courage de vous tous qui animez cette session, parce que je vous ai rencontré au Mali, je vous ai vu à l'œuvre et vous venez de me démontrer que c'est possible. Si nous créons ces petits think tanks à gauche, à droite en Afrique, nous allons réveiller les esprits, nous allons avoir des esprits justement qui doivent se combattre avec une grande agressivité positive pour créer justement cette richesse que nous avons en nous. Je vois que M. Aruna est avec nous. Peut-être je vais laisser l'espace. Merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre Aruna, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre mot d'introduction. Allô? Allô? Oui, nous vous attendons, monsieur le ministre. Allô? Là, j'ai l'impression qu'il ne nous Allô? entend pas. Monsieur Mbo, est-ce que vous avez échangé avec le ministre, voir si tout est bien sur le plan technique? Oui, via WhatsApp. Je continue. OK. Alors, je vais revenir à nos panélistes Oui, avant de... je voudrais faire un commentaire parce que vraiment, Avec plaisir, M. Hicham. cher Baranga, elle a dit vraiment des choses très très fortes parce que je pense que on ne peut pas continuer en Afrique à occuper le ministère de la parole. Aujourd'hui, il y a une force inimaginable qui existe à travers notamment la jeunesse africaine, mais nous devons soigner nos critères de développement parce que autrement, ça ne pourra pas se faire. Et quand on voit que l'économie est à 90% et de l'informel, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'on appelle le système de redistribution, on est dans la survie. Le système de redistribution. Il y a vraiment nécessité pour nous, il y a nécessité pour nous de comprendre que le monde actuellement, en termes de géopolitique, elle s'est généralisée comme annoncé dans le temps et que de plus en plus les influences sont plus fortes sur les différents pays, quoi. Donc les pays qui auront compris cela et qui auront plus ou moins participé à l'analyse d'abord de l'écosystème constamment pour pouvoir faire la différence entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et donc pouvoir à notre tour exprimer nos intérêts et surtout veiller à ce que ces intérêts soient pris en compte là où les décisions sont prises de façon générale au niveau mondial. C'est ça qui fait défaut. Malheureusement, on a des organisations qui existent, mais qui pêchent par la cohésion d'abord, et puis ensuite par la capacité de mobilisation des États autour des thèmes communs qui puissent ainsi faire en sorte que la vision que nous-mêmes nous avons, pas la vision que les autres ont pour nous, soit plus ou moins adoptée et que nos actions, nos priorités soient justement orientées par nous-mêmes, pas par d'autres, qu'ils soient bailleurs de fonds, qu'ils soient au niveau bilatéral. Nous devons vraiment nous réveiller désormais et surtout sortir un peu de cette attitude d'attentisme où nous pensons que tout doit venir de l'extérieur parce que tout se résume en termes de financement et on se plaint qu'on n'a pas de financement et par conséquent, on fait très peu d'efforts pour trouver des solutions à l'interne d'abord. Et ça, tant que nous continuons à agir comme ça, je crois qu'il y aura beaucoup de problèmes pour l'Afrique pour que nous puissions émerger.
Donc, en merci d'autres beaucoup. termes, ce thème, il est important, mais il faudrait que dans nos discussions, nous puissions voir comment une réflexion à un niveau purement privé, société civile, si je peux me permettre comme ça, comment ces réflexions, les idées que nous aurons échangées ici, leur pertinence et tout ça, mais comment faire en sorte que cela soit pris en compte par les décideurs. Parce que nous ne sommes pas les décideurs. Nous pouvons contribuer en termes de réflexion, donner des idées et tout ça, mais les décisions sont prises ailleurs. Alors, comment faire en sorte que Cluster Digital Africa puisse porter la voix des échanges que nous avons ici auprès des vrais décideurs, de manière à ce que les échanges ne soient pas simplement théoriques et que ça reste dans les tiroirs ou que ça reste dans nos petits appareils. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, sachant que le monde a changé, il va continuer à changer. Le monde bouge très vite, très rapidement, et que nous sommes à la traîne en termes d'abord d'avoir confiance en nous-mêmes et ensuite d'avoir des capacités de proposition et de pouvoir jouer sur les décisions au niveau international. Voilà un peu. Merci beaucoup, l'Afrique monsieur le ministre. Est trop à la traîne et beaucoup plus en satellite. Nous sommes plus satellites que vraiment moteur pour pouvoir faire en sorte que nos intérêts soient pris en compte. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour ces mots. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à M. Hissem, toutes nos excuses par rapport à cette intervention technique. Comme vous le savez, ça faisait longtemps qu'on le cherchait. Nous sommes à vous pour votre réaction par rapport à ce que Mme Baraga a dit quand il s'agit de défendre nos intérêts en tant qu'Africains, avant de revenir à la prochaine question. Ce que j'aime beaucoup chez Madame Baranga, qui est une amie, c'est le côté opérationnel. Elle est une femme de terrain. Je l'ai vue notamment au Mali, mais elle a été sur d'autres terrains. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà de... On a passé notre temps à expertiser les expertises. C'est-à-dire que je rêve aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, d'aller pêcher dans les rapports, les milliers de rapports, pour ne pas dire un autre chiffre, qui ont été réalisés sur les secteurs, sur les blocages, sur le modèle économique, etc. On a tout dit, et malheureusement, on est toujours à la case départ, où l'évolution est très très lente. Donc aujourd'hui, on doit réfléchir à la méthode et l'opérationnalisation des idées. Autrement, on va passer notre temps, monsieur le ministre, il a dit des choses importantes aussi, mais c'est-à-dire que, par exemple, lui, il est à la tête de l'industrie. On se pose la question à l'Afrique encore sur l'industrialisation de l'Afrique. Faut-il la faire? Faut-il, à l'heure de la révolution digitale? Il y a tellement de questions essentielles qu'on doit et on ne doit pas utiliser le pronom indéfini. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse nommer les choses pour qu'on puisse se sortir de la situation. Autrement, on va répéter, les linguistes appellent ça une tautologie, c'est-à-dire répéter la même chose à l'infini. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se sortir. On est en 2023. C'est-à-dire que, et je pense qu'on doit se choisir un protocole de gouvernance. Pourquoi? Merci. Avec des obligations de résultats. Une obligation. Merci beaucoup, M. Hichem. Je voudrais juste rappeler que M. le ministre Aruna est ancien ministre de l'Industrie, pas celui qui est là actuellement. Tout nos respects à lui et tout ce qu'il vient de nous dire. Mais là où moi, je vais être un tout petit peu en désaccord avec lui, c'est par rapport à qui est-ce qui décide
Aujourd'hui, quand on pense que d'autres décident à notre place, c'est là où moi je ne suis pas d'accord parce que nous avons toutes les capacités aujourd'hui dans le continent d'envoyer des gens qui peuvent nous représenter de manière extraordinaire lors de ces prises de décision. Je me rappelle, je vais juste faire ça, c'est un cas personnel où j'ai été invité aux Nations Unies pour parler au nom de la société civile malienne. À l'époque, un responsable, je ne vais pas dire son nom, il est venu avec un discours écrit. Après le discours, il n'a pas voulu mettre un seul mot parce qu'il dit qu'il n'est pas autorisé à parler. C'est aussi une problématique d'envoyer des responsables de haut niveau représenter un pays et qui ne soient pas capables d'argumenter la position d'un pays ou bien au-delà d'un discours. Parce que quand vous écrivez un discours, vous lisez le discours. Il y a des interventions à faire, il y a des points de vue, il y a des questions de compréhension, etc. Mais quand la personne, vous dites qu'elle n'est pas habilitée à parler au-delà du discours, ça veut dire que les décisions seront prises sur votre dos. Donc, c'est pourquoi il est important encore, les personnes qui sont dans nos gouvernements. Et je vais enchaîner aussi par la question, Mme Baranga l'a dit, la question d'intégration. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce sont nos gouvernements qui constituent un véritable frein à la libre circulation des personnes et des biens. Sinon, les citoyens africains, je peux vous dire que moi, j'ai plus d'amis aujourd'hui au Nigeria qu'au Mali, où j'ai beaucoup d'amis en Afrique du Sud, etc. Mais quelle est cette capacité au niveau décisionnel, au niveau des gouvernements, à ouvrir nos frontières pour que les gens puissent se promener, comme vous l'avez dit, M. Issem, les gens puissent se côtoyer. Aujourd'hui, nous connaissons plus la France aujourd'hui que le Libéria à côté, alors que nous sommes dans la même zone, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette intégration réelle? Quand on parle de réel, pas seulement dans les papiers, mais les transformer en réalité et que les citoyens s'y retrouvent dedans. Donc, pour moi, ça, c'est une question aussi qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir occuper réellement cette place que nous devons avoir dans le concert des nations. Je ne sais pas si M. Kassim est encore avec nous, s'il veut ajouter et réagir par rapport à cette question. Monsieur Kondo, vous avez vraiment dit des remarques très pertinentes parce que je pense que l'Afrique, si elle n'apprend pas à nommer les choses, on va rester dans ce flou. Et vous avez bien dit, on cherche des acteurs qui sont invisibles, mais le mal est en l'Afrique elle-même. C'est-à-dire qu'il faut définir la responsabilité de chacun. Et surtout, on sait aujourd'hui, il y a des parcours de réussite. On a parlé de la Chine, de l'Inde, de la Corée. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a, mais uniquement l'Afrique passe son temps et c'est dû à cette difficulté d'avoir une seule Afrique qui parle. C'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui, dans cet état d'atomisation, de pouvoir faire converger les gens. Et on voit c'est une négociation et on passe à une forme de marchandisation. Chacun prendra sa part, etc. Et on n'attaquera pas l'essentiel. Et je pense qu'il y a une réflexion sur la gouvernance, sur mais on peut aller dans une vision opérationnelle et très pratique pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui, mais vous savez que le pétrole vert d'une nation, c'est sa jeunesse. Et je pense que la jeunesse, c'est vraiment limité dans le temps, c'est de 2-3 décennies, et après on bascule dans la vieillesse. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce pétrole vert très rapidement pour pouvoir transformer l'Afrique. Mais ce n'est pas à travers les mots, il faut de l'action. Et je peux vous assurer, je vais vous donner un exemple. Moi, un jour, j'ai reçu un appel d'une chercheuse kenyane qui a quitté l'Afrique parce qu'elle m'a dit, en l'ayant au téléphone, et je l'ai invitée à mon bureau pour essayer de savoir pourquoi elle est venue se réfugier en France, parce qu'elle m'a dit, ma connaissance était menacée par la perte du savoir, parce qu'il n'y a pas toutes les institutions qu'il faut pour maintenir ce savoir.
Et elle m'a dit, j'étais obligée de partir m'installer ici pour pouvoir entretenir mon savoir. Vous savez, c'est vraiment essentiel d'être dans le concret, de voir les difficultés, les inerties. Mais vous savez, sinon on va passer notre temps à vraiment évoquer les mêmes problèmes et repartir toujours à la case départ. Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre défi. Voilà. Oui, allez-y, finissez votre phrase, Michel. Merci. Oui. Non, c'est bon là. OK. OK, merci beaucoup. Alors, sur la question de l'intégration, est-ce que, Monsieur le ministre Nyang ou Madame Baranga, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intégration réelle des personnes et des biens pour que la circulation, la libre circulation, qui est pour moi une condition sine qua non de se connaître, de pouvoir définir nos intérêts et de comprendre que nous avons un destin commun ensemble. Je vais rebondir sur quelque chose que Hichem vient de dire et qui me semble très important. C'est vrai que la réalité de nos États, nous rencontrons beaucoup d'intellectuels. Et je crois qu'autour de cette table, si on avait pu nous voir et peut-être autour d'une salle, on aurait pu voir tous ces intellectuels qui sont en train de nous suivre et qui suivent ce débat. Mais le problème, c'est de dire comment canaliser nos efforts communs intellectuellement et apprendre comment l'Occident est en train de faire ce qu'on appelle les influences. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de jeunes qui s'appellent des influenceuses ou les influenceurs. Je crois qu'il faut bien capter ce mot, qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un a dit, et je pense que nous sommes au début de ce que nous sommes en train de faire, ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est petit. Pour moi, c'est grand et c'est extraordinaire. Les Moussa, Diawala et les autres jeunes qui sont autour de la table, et je crois que M. Kaza aussi l'a dit, au niveau du numérique, nous pouvons nous connecter partout, échanger nos idées et savoir qui est qui. Nous avons nos réseaux aussi. Et les influences, c'est à travers les réseaux. Je vous assure aujourd'hui, je crois que, Hichem, je retiens de toi avec, dans une de tes émissions avec l'amiral que tu avais interviewé un jour. L'amiral Dufour. Voilà. Tu as posé la question et je crois que c'est allé au niveau des influences de la société civile, les influences des écoles, les influences aux États-Unis, on appellerait des alumni. Aujourd'hui, tu peux être et tu as des alumni qui sont un peu partout à travers le monde. C'est des réseaux qui sont créés. Et ces réseaux créent des influences. Je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer. Moussa, tu as dit quelque chose de très important. Encore une fois, si je vais dans une société des nations, aux Nations Unies, et que tu es là comme société civile, et aujourd'hui on a la place aux jeunes de plus en plus dans ces organisations. Mais si l'autre a peur de dire ou de contrecarrer ou de parler de ses idées, vous êtes là à travers les influences. Et ces influences aussi, ça va jusqu'à haut niveau. Je me rappelle aussi que il y avait beaucoup de jeunes qui étaient invités aux États-Unis, par exemple au niveau des leaders des jeunes africains qui étaient là. Je crois que Macron aussi l'a fait, je crois, etc. Oui, on peut comprendre, je sais que ça a été un débat. Pourquoi les jeunes, pourquoi pas les États? Mais c'est là où justement la symbiose va se faire. Je pense qu'on n'est pas contre nos États, on n'est pas contre les gens des autorités nationales, mais il y a moyen de créer ce scénario de partenariat gagnant-gagnant aussi au niveau de la jeunesse, ce qu'ils veulent, au niveau de la société civile, ce qu'ils veulent, mais avoir un débat ouvert. Je sais que ce n'est pas aussi évident dans tous les États d'avoir le droit à la parole et de parler librement, mais je pense que ces réseaux se créent de plus en plus à travers le numérique. Et c'est là juste la beauté de ça. Si on a le débat aujourd'hui qui est connecté à travers du Mali, pourquoi ne pas le faire au Rwanda? Pourquoi ne pas le faire au Nigeria, au Libéria, etc. On a déjà créé des réseaux qui sont connus et qui sont en train d'avoir des influences extraordinaires. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça et je crois qu'on en a déjà parlé, comment nous pouvons exploiter ce numérique, mais à travers des réseaux influents qui sont des réseaux non seulement économiques, mais des réseaux politiques aussi. Absolument. Merci beaucoup, madame. Vous avez touché à un point très important qui est aussi la libre expression et la liberté d'expression d'une manière générale. Comme vous l'avez dit, l'alternance des idées, l'alternance de la parole, du pouvoir, etc., à travers la démocratisation qui reste quand même un défi dans pas mal de nos pays. Mais c'est là que cela nous tienne. Aujourd'hui, nous sommes
dans cette dynamique-là de pouvoir donner la parole à tout le monde pour que les uns et les autres puissent avoir ou exprimer leurs idées, car personne n'a le monopole des bonnes idées. Et c'est là, il faut que aussi nos dirigeants comprennent de dire qu'aujourd'hui, on peut être dans le gouvernement, mais les meilleures idées pour même aider ce même gouvernement puissent venir des jeunes ou bien de la société civile, étant donné que nous sommes dans le même bateau et nous poussons vers la même direction qui est le changement que nous voulons dans nos pays. Ceci étant, je vais basculer un peu vers les questions de nos internautes qui nous suivent à distance. Il y a monsieur Idriss Touré qui demande, selon nous aujourd'hui, les panélistes, selon vous, quelle est la stratégie que nos élus, les élus par ici, je comprendrais pratiquement les présidents ou les décideurs, doivent adopter pour valoriser la place du continent à l'échelle internationale. Car nous avons souvent l'impression d'être infantilisés. Je crois que le mot, il est là, il a dit, et c'est ça aussi l'une des valeurs de cette rencontre, de ce panel, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas là pour amadouer ou quoi que ce soit, de dire les choses telles qu'elles sont exactement dans nos pays, pour qu'ensemble, nous puissions sortir pas seulement des interventions, de la parole, comme M. le ministre Niang l'a dit, mais d'aller vers la transformation de ces idées en action. Alors concrètement, nos panélistes, je reprends, quelles sont les stratégies que nous devons adopter pour valoriser notre place en tant que continent par rapport à toutes ces attentes-là dans le monde. Juste une observation pour vous dire que, pour relier ce que vous dites à... J'ai dit au départ que l'Afrique doit devenir un acteur de l'histoire et un acteur d'elle-même. Parce qu'on ne peut pas être extérieur de soi et essayer de... Alors que l'Afrique, aujourd'hui, elle est une force d'appoint au service des puissances comme les États-Unis, comme la France, comme d'autres pays. Je crois que la force de l'Afrique doit venir de cette... en fait, elle doit réfléchir sur ces atouts pour pouvoir les transformer en véritables éléments qui fassent partie du soft power. C'est un pouvoir d'influence, mais ce n'est pas appuyé sur quelque chose de fictif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit adossé à une réalité. Et toutes les expériences qui montrent à travers les pays émergents montrent ce cheminement. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, les cheminements des nations ressemblent au cheminement des individus. Dans votre parcours personnel, vous voyez comment vous vous donnez les moyens de réussir et de peser. Et donc, c'est ça de ce dont l'Afrique a besoin. C'est vraiment d'être dans l'opérationnel. Et surtout, à mon avis, j'étais à l'Union africaine à plusieurs reprises. Par exemple, regardez quelque chose qui n'est jamais évoqué. Moi, j'ai réalisé un dossier sur les forces du maintien de la paix. C'est-à-dire que le département le plus important aux Nations Unies. Eh bien, vous allez voir la technicité des Africains, elle est absolument incroyable. C'est une connaissance intime dont Madame Mbaronga, qui a été à la MINUSMA et sur d'autres théâtres. Écoutez-la, elle a un discours qui n'a rien à voir avec la théorie ou ce qu'on appelle le retour d'expérience. On a besoin de ce retour d'expérience. Et l'autre aspect, l'Afrique souffre d'un problème énorme. Dans ces projets, il y a un problème quand la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale ou d'autres structures, c'est la phase exécution. L'exécution pose un problème en Afrique. C'est qu'on accepte des projets, mais la phase exécution, elle est soit reportée signé ou le truc, où la chose prend du retard, etc. Donc, il y a, et tout cela, c'est dans la formation, c'est la vision programmatique qui permet d'aller vers ça. Je crois qu'il y a un aspect dont personne n'a parlé, mais qui pour moi, il est essentiel. L'Afrique doit être connectée au monde par ses diasporas. Parce que la connaissance des diasporas du monde extérieur, parce qu'aujourd'hui, circuler, il faut des visas. On a cadenassé les Africains à travers les frontières. Et je pense honnêtement
que les diasporas africaines, dans un intérêt, il faut absolument qu'il y ait une discussion, un rapport de confiance, parce que les diasporas sont parfois rejetées. Et je pense qu'il faut vraiment établir un pont véritable entre ces deux mondes-là, parce que c'est vraiment la voie du salut, entre autres pour l'Afrique. Parce que vous avez des compétents et ça peut relier les Africains de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup par rapport juste avant de vous donner la parole, madame, de préciser ce que vous venez de dire concernant les diasporas africaines à l'étranger. Vous savez, cette couche, les membres de la diaspora, peu importe comment on va les définir ou d'où ils viennent, ils donnent tellement au continent que ce n'est pas possible. Souvent, ils sont victimes des autorités d'accueil de leur propre pays. Absolument. Et c'est ça aussi m'amène à la question de Sherazade qui est connecté et qui parle de l'éthique. Aujourd'hui aussi, l'une des choses les plus importantes, c'est comment nous utilisons nos propres ressources aujourd'hui. Quelqu'un qui est né peut-être en France d'origine africaine et qui décide de rentrer dans son pays, mais la personne je ne sais même pas comment vous dire, ça devient de l'arnaque à ciel ouvert. Donc, aucune plateforme sécurisée ces dernières années pour accueillir ces personnes. D'autres viennent, ils sont dépouillés de tout, ils retournent souvent avec des larmes d'où ils viennent, que ce soit des États-Unis ou bien de l'Europe. Donc aujourd'hui, au-delà même de la question de la diaspora, l'éthique dans l'implémentation ou la conception même de nos projets ou de nos initiatives, cela permettrait simplement de permettre à l'utilisation même efficiente de cette connaissance-là que nous avons, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan de la diaspora. Madame, vous voulez ajouter quelque chose avant la prochaine question? Deux points qui me semblent vraiment, encore une fois, dans l'opérationnalisation de ce que nous sommes en train de dire. Prenons deux aspects. Moi, il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est la communication. C'est les réseaux qui se créent, les influences. Nous avons beaucoup de réseaux sociaux qui sont beaucoup au niveau à gérer. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de désinformation, etc. Mais je vois quand même, au-delà des réseaux sociaux, il y a des communications classiques. Et Hichem, peut-être tu peux nous éclairer. Je pense que les influences à travers les réseaux, à travers justement des groupes d'influence comme nous sommes en train de créer aujourd'hui au niveau des idées, M. Niang a demandé comment les concrétiser. Moi, j'ai vu aux États-Unis comment les think tanks sont en train de prendre de l'ampleur. On a, même si vous avez remarqué le sommet États-Unis-Afrique, les réseaux qui étaient là, ce qu'ils appellent des influences, des lobbies, c'est extrêmement important là-bas. Et c'est quoi ces lobbies? C'est la société civile. Et c'est des gens d'influence qui créent des réseaux, qui créent des think tanks. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le think tank? Parce que ce que nous sommes en train de créer ici, c'est un think tank africain. Combien de think tanks africains nous avons dans nos pays? Combien de ce genre d'influence Kondo, tu sais de gens je parle justement dans cette animation du Sahel, dans cette animation. Mais je crois qu'on le fait d'une façon politique. Parce qu'il y a aussi, on attend des ressources de l'extérieur. Il faut que quelqu'un nous organise. Mais si nous commençons déjà, encore une fois, à commencer par nous-mêmes, à avoir confiance qu'on peut créer quelque chose, et qu'au côté tel ami qui a aussi une tête qui réfléchit, tel ami a une ressource qui est connectée à State Department, au niveau de l'Élysée, au niveau de la Chine, au niveau de ceci, cela. Nous commençons à connecter les dots de l'influence au niveau économique, au niveau politique, au niveau informationnel. Parce que si les gens sont connus à travers ce qu'ils font et du concret, les gens vont les prendre au sérieux. Ah, ça c'est du sérieux. Nous sommes en train de discuter ici, et je crois que M. Kassan en a parlé dans son introduction, le numérique est extrêmement important puisque nous connecte justement, des gens qui sont autour de ce réseau se connecter et nous sommes en train d'exprimer librement nos idées.
Il n'y a personne, justement, aujourd'hui, qui peut te dire non, tu es en train de déconner parce que tu as exprimé ton idée et l'autre t'écoute. Et puis, vous pouvez avoir un réseau d'influence extraordinaire. Et c'est là où je dis justement, dans ce réseau, il y a des gens, des milliardaires, des gens du secteur privé de l'Afrique qui ont peut-être de l'argent et qui n'ont pas des idées, peut-être qui n'ont pas même des gens qui apportent ces idées-là. Pourquoi ne pas les approcher? Donc, je suis en train de voir comment nous pouvons nous organiser à travers des réseaux différents, mais à regarder comment ces idées peuvent être canalisées et être écoutées. On se dit que peut-être, oui, la politique va t'empêcher de faire ceci, cela, mais il y a différentes façons de le faire, comme nous le voyons dans pas mal de pays. Je pense que la communication efficace, la façon dont nous créons ces influences à travers des idées, mais à des canaux que nous pouvons identifier, peuvent nous apporter au niveau même au niveau. J'ai vu dans les groupes de jeunes qui sont allés demander de l'audience au secrétaire général, ils sont allés au State Department et ils ont été reçus. Et je crois que c'est de ça dont on parle. Comment même cette diaspora a beaucoup apporté, parce que cette diaspora a beaucoup de connaissances de milieu où ils sont. Et les utiliser aussi peuvent apporter, même si c'est des petites choses, mais qui deviendront demain des grandes choses. Je crois qu'il ne faut pas non plus regarder chaque fois ce qui ne va pas, mais il faut plutôt dépasser ça pour regarder comment nous défions ça et nous apportons quelque chose de concret. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais... Oui. Juste d'un mot pour venir en appui par rapport à ce qui vient d'être dit. Avec plaisir. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on oublie, il y a la technique, le digital, la révolution numérique, mais on oublie une chose essentielle, c'est la bataille du contenu. Si vous n'avez pas du contenu pour pouvoir être dans cette influence, ce pouvoir d'influence, vous ne pourrez pas faire parvenir votre voix. Il faut lire le livre qui s'appelle sur cette évolution technique, la civilisation du poisson rouge de Patineau. Mais il y a plein d'autres livres qui parlent aussi de ces problèmes. Je crois que l'Afrique doit penser à ses atouts pour pouvoir les transformer dans cette bataille du contenu. Autrement, ça va être vraiment une occasion ratée. Voilà. Merci beaucoup. Il y a l'un des participants, Vincent, qui pense que les Africains doivent être formés à avoir des capacités de discernement pour prendre des décisions éclairées. Je suis très d'accord avec lui. Le discernement, il est très important. Aussi, avoir cette capacité de décider pour soi-même. Parce qu'à la fin, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi la première question, c'était de savoir comment et qu'est-ce que nous devons faire pour défendre nos intérêts. Parce que c'est très normal, et la manière dont ça se passe, c'est très normal que les autres sortent pour aller chercher des intérêts pour leur pays, maintenir leur population dans le confort, dans la sécurité. Mais ça ne veut pas dire que nous devons juste nous asseoir, les regarder faire. Mais pour ce faire, il faut des ressources humaines qualifiées, responsables surtout. Parce qu'on ne peut pas nommer une personne quelque part et décider à la place de la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos pays? C'est qu'aujourd'hui, tout revient à une personne ou à deux personnes ou à un petit cercle pour gérer le pouvoir. Et à un moment donné, avoir des responsables, des cadres, des hauts cadres de l'administration qui sont censés, qui sont payés pour prendre des décisions au nom de l'État, au nom de la nation, au nom du pays, dans leur secteur d'activité, et que les derniers mots doivent revenir à quelqu'un d'autre qui ne connaît rien de ce secteur. Donc, ça veut dire que les choses seront gérées à chaque moment comme un jeu d'enfant. Et cette conscience-là de la chose publique, la responsabilité individuelle dans la gestion des affaires publiques, pour moi aussi, est une chose très importante dans nos pays. Maintenant, cette question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, nous avons différentes régions du continent. Je voyais quelqu'un dire qu'on ne doit pas dire l'Afrique francophone, qu'on ne doit pas dire l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone. L'Afrique est un continent, l'Afrique est un ensemble. Aujourd'hui, selon vous et avec vos expériences, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les différentes régions arrivent à parler de la même, c'est-à-dire du même langage, avec les mêmes intérêts, même si nous n'avons pas les mêmes réalités, même si nous n'avons pas les mêmes contenus?
Par exemple, je prends l'Égypte, je prends l'Afrique du Sud, je prends le Mali, je vais prendre le Rwanda aujourd'hui. Comment ramener au-delà des différentes zones comme la CEDEAO, la CEMAC, SADC, etc., ramener tout le monde à voir ce qui est important pour le continent afin d'adopter cette position-là que tout le monde rêve, de ne pas être simplement les bouches-trous des autres, mais aussi avoir une force de proposition par rapport aux intérêts des Africains et par rapport à l'avenir de l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a un élément, il y a l'expérience des autres qui peuvent servir l'Afrique. Par exemple, regardez un problème majeur qui s'est posé entre la France et l'Allemagne. Il y a eu la mise en place de structures permettant, par exemple, c'est la connaissance, c'est la dimension humaine qui transforme la réalité. Ils ont monté un office franco-allemand pour permettre aux jeunes d'être dans cette circulation des idées, la connaissance. Moi, quand il y a 7 ans, j'avais proposé à des hommes politiques pendant le sommet France-Afrique à Bamako en 2017, c'est que j'ai dit, en s'inspirant de cette idée, pourquoi ne pas monter un office franco-africain pour permettre réellement cette connaissance qui n'est plus aujourd'hui. C'est un élément fondamental dans ce rapport. C'est que si les gens restent dans leurs frontières, c'est pas le virtuel qui va changer la réalité et l'essentiel. Les gens aiment voyager, aiment se confronter à la réalité du terrain, mais c'est l'élément le plus important dans ce travail. Donc, il y a aussi l'atomisation de l'Afrique a créé ce qu'on appelle des intérêts nationaux qui ne vont pas nécessairement avec cette mise en commun, ce travail de mise en commun. Et on voit toute la difficulté à l'Union africaine, à la CEDEAO, etc. Certes, ça produit de la négociation, de l'échange, mais l'Afrique reste à la périphérie de l'essentiel. On est toujours dans ce consensus mou qui ne permet pas de sortir de prendre les bonnes décisions. Voilà. Non, mais tout à fait. Pour soutenir ce que vous venez de dire aujourd'hui, personne ne veut perdre la parcelle de pouvoir qu'elle détient dans son pays. C'est ça le problème aujourd'hui, au fait. Pour prendre des décisions au nom de l'ensemble et pour l'intérêt commun, il est important par sagesse que certains décident de laisser certaines des priorités, mais tout le monde est souverain, tout le monde est indépendant, tout le monde veut le plein pouvoir dans son contexte. Donc forcément, qui va laisser les pieds pour qui? Donc il est important aujourd'hui que les uns et les autres, surtout la jeunesse, se focalisent davantage sur comment aller ensemble et non se focaliser sur ce que moi je peux et ce que je peux faire tout de suite et tout seul par rapport à cette réalité. Absolument. Donc, nous avons un chèque qui parle, un de nos participants, que l'Afrique se développe, il faut certainement un capital humain. Cependant, il est bon de réfléchir sur quel type de capital humain nous voulons. Aussi, il y a Vincent qui parle de tout ce qu'il faut pour le mécanisme afin de lutter efficacement contre la désinformation, qui est l'une des grandes menaces du numérique aujourd'hui. Effectivement, je vais venir avec ce point qui est l'un des points les plus importants et aujourd'hui qui mine même la démocratie dans nos pays. Et ça, c'est l'un des secteurs dans lequel le Sahel Institute, mon organisation, travaille d'amplement pour lutter contre la désinformation, les fake news. Et nous le faisons à travers un outil que nous appelons l'autodéfense intellectuelle. Parce que nous pensons que la même manière physiquement, nous pouvons être agressés. Nous pensons que les fake news, la désinformation représente une agression sur notre mental. Donc, l'autodéfense individuelle ou intellectuelle s'impose pour se protéger contre tout ce qui est fake news et désinformation. Donc, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au-delà des organisations de fact-checking qui restent encore plus sur les plateformes digitales, mais ramener sur le terrain pour que les uns et les autres puissent comprendre? Parce que aussi, l'autre défi, c'est que la plupart
une grande partie de nos populations n'ont pas été à l'école, ne savent pas souvent comment trier, faire la différence entre la désinformation et ce qui est réel, compte tenu aussi du contexte socio-culturel. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui pour lutter contre ça, qui représente une menace pour nos démocraties et pour la consolidation pratiquement de nos acquis démocratiques? Moi, je pense que ça risque de s'aggraver. En tant que journaliste, je connais comment fabriquer l'information. L'information est une valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est quoi l'information? C'est une information vérifiée qu'on met à la disposition du public. Aujourd'hui, il y a tellement de sources, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser des moyens considérables de vérification. Et c'est pour ça qu'on voit un peu partout ces structures qui viennent pour pouvoir croiser les informations, parce que les sources sont tellement diverses et multiples. Il est impossible à l'échelle individuelle de pouvoir… Nous, journalistes, on subit cette pression en permanence, et ça devient un enjeu redoutable, parce que vous n'avez pas les moyens humainement de pouvoir vérifier tout. Donc l'intox, la guerre psychologique, la désinformation vont avoir une place considérable. Et je pense que vous l'avez dit, ça n'aide pas quand quelqu'un est analphabète ou qui n'a pas eu l'accès même avec ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va s'opposer et qui aujourd'hui aggrave ce qu'on appelle la guerre des perceptions. Ce qu'on voit, c'est un élément un prisme déformant qui va antagoniser les peuples, parce que un événement ne se comprend pas de la même manière d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Et je crois que la formation, la prévention, l'encadrement par des structures spécialisées, et puis je pense que l'éducation, la formation, ça participe en tout cas à réduire le risque. Tout à fait. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Juste, je vais être terre à terre. Peut-être pour avoir sillonné beaucoup le Mali durant la période de crise, il y a une leçon que j'ai apprise. On ne peut pas dire que nos populations ne sont pas éduquées, ne sont pas formées, elles sont extraordinaires, nous étonnent. Je crois qu'il y a un savoir-faire au niveau des traditions, au niveau de cela, mais seulement comment le faire sortir, pas peut-être avec des outils extraordinaires. Moi, je te dis, au niveau du digital, je vis au Rwanda et j'ai vu le Rwanda comment il s'est transformé au niveau de la vision de la communication à travers un système qu'ils ont mis en place, parce qu'ils supposent que chaque personne a un téléphone. Et je l'ai vu au niveau du Covid, comment ils ont pu former les gens en disant, au niveau du Covid, il faut faire ça. Au niveau des communautés de base. Alors, je vous donne une anecdote de comment, une fois, je suis partie parce que je devais acheter quelque chose. Et une maman qui n'est pas vraiment âgée, qui n'était pas formée, n'a pas été à l'école, mais me dit, dit, madame, pourquoi vous me donnez l'argent? Mais vous ne savez pas comment utiliser ça au niveau de Momo? Parce que nous avons un système de Momo ici où nous devons transférer de l'argent à travers le système numérique. Alors, pourquoi je dis ça, cet exemple? Je pense qu'au niveau communautaire, il y a des gens qui parlent un langage terre à terre, où nous avons même des systèmes, le numérique peut le faire, avec le langage de la langue nationale, où nous pouvons éduquer nos populations au niveau de la base. Et je t'assure, à niveau de cette formation, il y aura beaucoup de choses. Il y a des retombées qu'on ne peut pas du tout imaginer au niveau économique, parce que ça utiliser le numérique. Il y a de transferts d'argent à travers le numérique, ça peut faire ça. Il y a tout ceci. Et je pense qu'avec les agents communautaires qui sont formés, et qui sont formés aussi à parler la langue, les communautés de base peuvent faire des choses extraordinaires. Je sais qu'il y a nos soeurs qui nous écoutent et avec qui nous avons sillonné le pays. Et justement, nous sommes dans des situations où, au niveau de la démocratie aussi, on peut utiliser beaucoup de choses au niveau de ceci, cela, des informations, mais en même temps en utilisant une communication responsable. Il y a des choses qu'on peut former au niveau communautaire et qui ont des retombées au niveau de la… Déjà, quand les communautés de base sont paisibles
et savent s'organiser. Il y a de l'économie qui tombe au niveau national, mais aussi au niveau régional, parce qu'il y a des échanges au niveau régional qui peuvent se faire au niveau de ces communautés et qui apportent de la valeur ajoutée. Si minimes soient-elles, si on les organise, si on est à côté d'eux, il peut y avoir vraiment des hameaux de croissance extraordinaires. Je voulais juste descendre un tout petit peu pour parler de ça, parce que je sais qu'au niveau communautaire, au niveau de la localisation, la gouvernance locale, il y a des choses qui peuvent se faire de façon extraordinaire. Bien sûr, il faut le voir maintenant dans l'ensemble, comment cette gouvernance locale et gouvernance nationale et régionale peuvent se connecter. Absolument. Merci beaucoup, Madame Baranga, pour cet exemple qui est extraordinaire. Et je m'avais témoigné aussi, quand nous prenons directement dans les villes frontalières de nos pays, par exemple, vous prenez Goma, où vous avez 2 ou 3 frontières qui se retrouvent, mais les populations n'ont pas de problème. Les populations n'ont pas de problème, que ce soit la libre circulation des personnes, que ce soit la libre circulation des biens. Les populations n'ont pas de problème. Vous prenez la frontière ici, Mali, Mali, Burkina, ou même un peu vers la Côte d'Ivoire. Les populations sur le terrain qui ne comprennent pas toutes ces tracasseries administratives, ces textes, ces lois, les populations vivent en harmonie. Souvent même, on se demande, il y a des familles qui sont de ce côté, des familles sont de l'autre côté. Donc, c'est encore arrivé au niveau de nos États que nous avons des problèmes. Des problèmes dans le sens où chaque État est constitué de telle sorte que personne ne veut rien laisser, ni de son, comme on va dire, entre guillemets, souveraineté, on va dire entre guillemets, je ne parle même pas d'indépendance, mais encore on sait que ce n'est pas sur son territoire. Alors que les territoires, la réalité, elle est autre chose sur le terrain. Donc, comment amener nos gens à travailler dans ce sens pour plus d'ouverture? Parce que quand les populations se connaissent, et Niger, Nigeria, et Niger, Bénin et Nigeria, les choses se passent de manière souvent extraordinaire, sans aucun problème, et c'est là depuis des siècles. Donc aujourd'hui, est-ce que nos gouvernements, les textes constituent de vrais blocages pour l'intégration des personnes? Parce que pour moi, tout commence là. L'intégration des personnes, la libre circulation des biens et des personnes, et aussi la faisabilité, comme vous l'avez dit, au niveau de l'Union africaine et tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté. Ensuite, je vais enchaîner par la question. Madame a parlé du niveau communautaire. Je vais encore aller au niveau communautaire pour parler de l'agriculture. Aujourd'hui, pour parler, nous avons vu aujourd'hui le retrait ou l'annulation de l'engagement de certains de nos pays par rapport à l'AGOA, sur ce que nous avons libre échange. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? En quoi est-ce que l'agriculture, la modernisation, etc., peut constituer un enjeu pour permettre à l'Afrique de parler en une seule, en ayant un intérêt commun vis-à-vis du reste du monde par rapport à certains produits compte tenu de tout ce que nous avons comme danger lié à la famine, au changement climatique et aussi aux autres défis qui nous frappent. Monsieur Issem, si vous voulez commencer par cette... Vraiment, vos remarques sont vraiment très pertinentes et je trouve un élément essentiel dans cette réalité du terrain. L'Afrique a plusieurs laboratoires à domicile à travers les régions frontalières. C'est-à-dire que par Ghana, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, le Bénin, Nigeria. Vous avez des expressions de cette agilité et de cette intelligence, de ce qu'on appelle une intelligence le génie de situation. C'est-à-dire que des gens qui transforment cette diversité, ils arrivent à avoir un langage, vous l'avez dit vous-même, c'est absolument extraordinaire. Et tout ça, il y a un livre qui s'appelle La mondialisation par le bas qui a été publié il y a 30 ans, qui parlait de ces voies informelles où très souvent ce sont des laboratoires très avancés par rapport à la réalité, à la pratique. Et je crois qu'on n'est pas suffisamment attentif à ces signaux-là, qui sont un élément, parce que la pensée, elle est en silo, c'est-à-dire que le pouvoir du haut en bas, et il n'y a pas cette espèce de capillarité, c'est-à-dire que ça permettra d'irriguer et de partager surtout. Et l'Afrique doit penser à ce problème. Moi, je l'ai vu
mais il y a une richesse africaine mais inimaginable. Mais c'est un truisme de le dire, mais je crois que, et en plus, il y a un facteur temps parce qu'il y a la biodiversité culturelle africaine et il y a la biodiversité du climat. C'est-à-dire que tout cela est menacé en Afrique. Il y a une accélération du temps et de ce qu'on appelle la dérélection. C'est-à-dire que les choses sont en train d'être nécrosées parce que il y a une machine, un rouleau compresseur. Et les langues, on est à 2500 dialectes en Afrique. Il y a une perte considérable d'année en année. Donc, il n'y a pas une réflexion partagée. Il y a une vision politique d'État-nation. Et malheureusement, encore on revient, et la réalité de Mme Baronga, elle a dit, c'est que toujours il y a une avance de la réalité de terrain. C'est-à-dire que la société a le génie de fabriquer ses moyens. Mais je crois qu'il faut, à un moment donné, entrer dans une forme de sophistication, de monter en étage. C'est ça qui, la modernité s'est construite comme ça, du Moyen-Âge à aujourd'hui. C'est qu'on a sophistiqué, on est entré dans ce capitalisme qui a changé notre vie. Et c'est de cette manière on a les outils pour pouvoir se transformer. Et je crois que c'est d'abord les autorités politiques. Aujourd'hui, quand on voit les moyens, par exemple, de la Banque mondiale, du FMI et d'autres structures, c'est-à-dire qui refont le monde d'année en année, je crois qu'il va falloir tirer que les décideurs, les intellectuels africains, puissent être dans une vision pragmatique pour pouvoir imaginer des solutions, passer à l'action. C'est ça. Madame, vous voulez ajouter quelque chose à cela avant qu'on arrive à la prochaine question? Au niveau de l'agriculture, il y a eu tellement de sommets. Le sommet de Dakar vient de sortir des conclusions. On peut en parler en long et en large. Mais je continue peut-être à rebondir, puisque le temps aussi nous manque, sur le sujet qui nous interpelle. C'était au niveau des géopolitiques et les tensions géopolitiques qui sont à travers le monde et comment ils nous affectent et comment nous devons réagir par rapport à ça. Je reviens peut-être encore à un mot que Kofi Annan aimait prononcer, c'est qu'il y a aussi le facteur de la paix. Est-ce que nous cherchons la paix entre nos États? Est-ce que nos voisins, à gauche, à droite, nous sommes dans un cercle où nous sommes unis? Est-ce que le Sahel, tous les pays parlent le même langage? Est-ce que une fois que nous avons ces discussions de paix, que ce soit, je me rappelle quand j'étais au Mali, quand il y avait des sanctions, on parlait de CEDEAO des peuples et CEDEAO des chefs d'État. Juste comme anecdote, je lance comme ça. Mais je parle aussi de comment, encore une fois, les populations, on vient de le dire, vivent en harmonie, échangent leurs produits, continuent à faire progresser cette croissance et influent de sorte que justement nos États et nos dirigeants ne soient pas influencés par les tensions géopolitiques qui les tendent à même, je dirais, entre guillemets, vendre leurs États au profit des ressources qui vont ailleurs. Parce que nous avons aussi la partie électorale. Nous devons dire que, bon, je suis dirigeant pour 4 ans, 5 ans, et donc je pense déjà à mon second mandat, et je suis tiraillé par ces forces-là. Au moment où on ne doit pas vraiment, encore une fois, être critique et aller creuser dans tout ça, nous allons continuer de naviguer dans une Afrique qui a toujours des tensions. Moi, j'étais au Moyen-Orient dans une conférence et des dirigeants du Moyen-Orient, je me rappelle, m'ont dit, mais madame, pourquoi en Afrique vous avez toujours des élections? Parce que c'est ces élections-là qui vous amènent toujours des tensions. Mais j'essaie d'expliquer un peu au niveau de la démocratie, etc. Il a rigolé, il n'a rien dit. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat au niveau-là. Mais je dis que l'Afrique doit être comme un élément catalyseur entre elles, qui n'entre pas, qui n'est pas du tout poussé par le vent des tensions géopolitiques.
Et nous revoyons aujourd'hui, il y a des randonnées diplomatiques à travers telle zone, tel pays, etc. Et nous savons ce que ça peut dire au niveau de dehors. Donc, comment nous unir justement au niveau, oui, nous voyons ça, peut-être nos intérêts à défendre, nous pouvons jouer le jeu, mais nous savons qu'à la fin de journée, c'est de ne pas nous diviser, c'est de garder cette paix qui va garantir le développement et le développement aussi qui va garantir la paix. Mais je pense que c'est ça aussi notre enjeu majeur. Nous pouvons parler du développement, etc., mais tant qu'il n'y a pas la paix qui nous sécurise, ça va être aussi un problème. Mais nous pouvons aussi le faire quand nous allons nous unir dans une force, encore une fois, quelqu'un l'a dit, je pense qu'il faut beaucoup parler de paix et sécurité, parce que même dans l'organisation où j'ai travaillé, j'ai vu qu'un des organes les plus importants au niveau du Conseil des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. C'est là où la paix et la sécurité se discutent. Alors, comment faire que nous aussi, au niveau de notre continent, nous pouvons continuer à parler, oui, développement, oui, des enjeux d'échange, mais aussi de la paix. Et pouvoir oser se dire la vérité que si vraiment il y a quelqu'un qui est en train de créer des problèmes au niveau de l'autre État, ou bien, etc., comment nous pouvons ramener ce dialogue de paix, justement. Et là, c'est là où je vois encore un enjeu que je ne sais pas expliquer. Merci. Merci beaucoup, Madame Salet. Le dernier point avant d'arriver au mot de conclusion, la paix, la sécurité. Comme vous l'avez dit, nous avons dans des zones aujourd'hui, la zone des Grands Lacs, le Sahel ici, dans lequel nous vivons, ces différentes régions, l'Afrique de l'Est, nous avons des conflits très périodiques. Nous avons des conflits qui continuent. Aujourd'hui, c'est devenu le terrain de jeu de beaucoup d'enjeux au-delà de ce qui nous concerne. Souvent, la complexité de ces problèmes, vous vous asseyez, vous ne savez même pas où commencer, tellement que c'est fait pour créer ces désordres, tout ce qu'il faut pour empêcher un espace. Regardez, je donne juste un exemple. Le Mali qui est entouré par 7 voisins directs et qui se retrouve au cœur d'un conflit extraordinaire. Cette nouvelle instabilité sociopolitique que nous connaissons depuis 2012 pratiquement, aujourd'hui, ça fait combien d'années, combien de temps de crise et combien de temps de désolation, de frustration, de déplacement et des régions du nord du Mali. Le conflit se retrouve aujourd'hui dans le centre, sud-ouest et aussi dans les pays voisins. Donc aujourd'hui, pour penser développement, penser occuper une position de taille, une position importante vis-à-vis des autres, il faut être stable d'abord chez soi pour pouvoir identifier ses priorités dans le cadre du développement afin de proposer aux autres ce qu'on peut offrir. Et aujourd'hui, nous sommes piégés par ces conflits, oui, dont les populations qui sont victimes n'ont rien demandé. Parce qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, ce sont les populations qui sont victimes. Les vrais acteurs, eux, ils sont toujours cravate, costume, entre avions, réunions, apporter la paix, mais qui ne viendra jamais. Donc aujourd'hui, selon vous, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut pour apporter la stabilité? Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'est-ce qui peut être des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour nous amener vers ça, afin d'amener la stabilité et le développement dans nos différentes régions du continent, pas seulement le Sahel? Je crois que l'Afrique vit vraiment un moment crucial de son existence. Cette histoire du Sahel, il faut vraiment aller très vite pour arrêter le feu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi j'étais avec 25 agences des Nations Unies pendant le travail de Madame Mbaronga à la MINUSMA. On était à Mopti. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la cartographie, l'origine des problèmes aujourd'hui, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté a été manipulée par 2 réseaux, les mafias de la contrebande et par le djihadisme qui s'est coloré d'intérêts et l'antagonisme que vivent les communautés à travers ce nouveau phénomène amplifié à l'extrême, où on voit des milliers de morts, en tout cas, et ça ne pourrait pas continuer. Je crois que
l'horreur, on a vu le laboratoire de l'horreur, c'est cette expérimentation au quotidien de l'horreur, justement. On l'a vu en Algérie à travers le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une course contre la montre pour arrêter cette espèce de... La situation est vraiment grave de grave. Et je pense qu'il faut une action internationale et surtout pousser les Africains, les dirigeants, les décideurs à imaginer une solution pour pouvoir intervenir parce que ça ne va pas s'arrêter. Je peux vous assurer, j'étais dans la région, ça va être alimenté en permanence. Il y a le prisme et il y a un réveil de toutes les contradictions des communautés. Non, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut penser aux solutions et la manière d'agir pour arrêter cette, en tout cas, cette dérive. Voilà. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Moussa, je pense que tu es mieux placé et les gens autour de la table que moi. Moi, j'ai quitté le Mali il y a 6 ans, j'avais avec un cœur gros, parce que je pensais chaque année qu'il y aura une stabilité. On a beau dire la communauté internationale est là, tous les États du monde sont là, mais il y a eu toujours ce phénomène. Mais peut-être aussi pour regarder le phénomène, je pense que vous avez tellement décrit sur le Sahel, sur ce phénomène de djihadisme, de terrorisme, de pauvreté, de développement, qu'est-ce qu'il faut faire. Si on avait trouvé la solution en 6 ans, on aurait déjà trouvé la solution et fermer la MINUSMA et partir. Mais on est toujours là et je pense pas que chose. Par contre, moi, je dois dire que il y a l'élément qu'on oublie souvent, c'est la prévention. La prévention au niveau, encore une fois, je le mets au niveau communautaire, je le vois au niveau des États, je le vois au niveau de collaboration régionale. La CEDEAO a fait un travail extraordinaire. Je crois que tous les blocs de l'Afrique considèrent la ECOWAS comme un organe extraordinaire. Mais quand je vois aujourd'hui la CEDEAO et qu'on a vu les décisions qui ont été prises, même avant au niveau de la décision, c'est toujours ce pourparler doit continuer et au niveau aussi, non seulement régional, mais au niveau aussi continental. Parce qu'il y a des foyers aujourd'hui qu'on voit à travers l'Afrique qui peuvent être éteints très rapidement. Mais on essaie justement parce que les États ne parlent pas le même langage, même les organes qu'on met en place, on a cette diplomatie qui nous dicte la façon de nous conduire, de ne pas bousculer tel et tel, la façon de ne pas parler à haute voix de qui est en train de mener la danse. C'est tout ça, je pense, que justement doit être, à un moment donné, doivent être dévoilés. Par quel canal? Est-ce que ce sera la libre expression justement de ces réseaux qui doivent dénoncer les choses? Est-ce que c'est les réseaux de pouvoir démanteler ça? Parce que, qu'on le dise ou non, la sécurité aussi à ces réseaux. On a beau dire ces djihadistes, mais qui sont ces djihadistes en fait? Si on pouvait voir individuellement qui est qui, on pouvait bien démontrer que aussi les États aussi ont quelque chose ont des rôles à jouer. Et les États, je parle au niveau de partenariat mondial, de ce qui peut aussi se faire. Donc, c'est un sujet qui mériterait peut-être un autre débat, mais je ne sais pas quoi dire. Tout à fait, merci. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec vous. Et ce que vous avez dit est tellement pertinent aujourd'hui que quand nous prenons la région du Sahel, en un mot aujourd'hui, nous avons tellement d'acteurs qui, en 1 an, 2 ans, se retrouvent dans 2, 3 groupes différents dont seuls les noms différencient, mais les personnes restent les mêmes. Qui fait quoi, comment, où, avec qui? Est-ce que nos ennemis sont les mêmes? Nous avons les mêmes ennemis, nous avons les mêmes amis. Ça devient autre chose. Donc, dans un tel jeu, pour moi, l'essence, comme nous le faisons au niveau des Sahel Institute, c'est de mettre l'accent sur l'humain. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les conflits en Colombie, ça a pris des années que ça a pris. Mais à un moment donné, quand ils ont décidé de faire la paix, ils ont trouvé une solution. Et aujourd'hui,
on ne peut pas aller sans cela. On ne peut pas construire une paix sans les victimes des conflits. Ce n'est pas possible. Parce que la problématique dans le Sahel aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui sont autour de la table pour négocier la paix, mais ils n'ont de paix que si eux gagnent après le conflit. Ça veut dire qu'eux, ils ont des problèmes différents que ceux qui vivent dans les camps de réfugiés en Mauritanie ou bien au Burkina ou bien au Mali. Et dont ils ne rêvent que de retourner dans leur pays, dans leur village. Ils ne rêvent que de retourner dans leur contexte où ils ont une vie, où ils avaient une vie tranquille, ordinaire. Donc aujourd'hui, les populations prises entre ces différents protagonistes, à un moment donné, il faut qu'on trouve les moyens de ramener les vrais acteurs autour de la table des négociations pour que la paix réelle, sincère et puisse revenir, pour que le développement puisse continuer. Mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement. Je voudrais inviter nos panélistes, nos éminents panélistes qui nous ont émerveillés tout au long de ces minutes pour les derniers mots, les mots de la conclusion et aussi les mots d'espoir pour toute cette jeunesse qui nous suit pratiquement ici et aussi qui va continuer avec le partage de ces liens dont la conversation est enregistrée, nos diasporas, nos jeunes de la diaspora, les messages d'espoir que vous avez pour eux. Parce que pour moi, le problème n'est pas la pauvreté, le problème n'est pas les difficultés du moment, le problème, c'est le désespoir du présent qu'on a pour le futur. Si on a ça, on n'a aucun problème de se jeter sur les mers, on n'a aucun problème de se jeter sur le désert pour s'en sortir. Le désespoir qu'on pourrait avoir ici et les mots d'espoir que vous aurez pour nous, mesdames et messieurs. Oui, il faut rêver, il faut avoir une vision optimiste de l'avenir, mais il faut vraiment être dans la lucidité, faire un constat réel de cette réalité pour pouvoir la soigner, la guérir et lui apporter des solutions. Autrement, on va rester dans un romantisme. Edgar Morin parlait il appelle de ses voeux ce qu'on appelle la civilisation de l'humanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les relations internationales, c'est des rapports de force, c'est des négociations d'intérêts, il y a un cynisme inimaginable, et on est dans cette négociation, on ne va pas changer le monde, mais il faut essayer de faire prévaloir les valeurs, mais continuer sur les fondamentaux pour la transformation. C'est le mot de la fin. Merci, M. Issam. Madame Baranga? Je pense que je termine parce que j'ai commencé à dire qu'il faut, je crois que l'Afrique a une jeunesse intelligente, le gauche des têtes extraordinaires, mais elle a plus de conscience de se dire on peut y arriver par nous-mêmes, mais avec un partenariat gagnant-gagnant, savoir exactement jouer le jeu de pouvoir utiliser tout ce qu'il te faut pourvu que, comme les autres comprennent qu'il faut se battre pour les intérêts, se battre aussi pour nos intérêts, mais en sachant que le monde est interconnecté, savoir l'utiliser. Deuxièmement, c'est aussi garder ce mot vraiment comme, et j'aime bien de dire, le cynisme mondial est tellement qu'on se décourage très rapidement. Mais il ne faut pas justement se décourager. Il ne faut pas non plus voir ce monde-là de cynisme comme Goliath. Il faut avoir des petites clés qui peuvent justement, et ces petites clés, c'est cette jeunesse qui se bat tous les jours. C'est toi, Moussa, c'est Diawala, c'est tout. Vous tous qui êtes entrés dans la jeunesse, qui a compris et la diaspora qui est connectée, mais aussi les intellectuels qui sont là au niveau de l'éducation, savoir ouvrir et se connecter. Je crois que ce dialogue intergénérationnel est capital pour pouvoir utiliser justement qu'il faut. Avoir des journalistes comme Hichem qui nous donnent l'information et qui décortiquent justement ce monde géopolitique peut donner des atouts. Et je pense que ce n'est que le début, mais on va continuer ces sessions. Je trouve ça extraordinaire. Bravo à vous qui avez imaginé ça et continuez dans ça parce que je crois que l'espoir est permis. Et aussi en gardant cette approche multidimensionnelle, de toujours ne pas penser développement seulement, mais de penser la paix, la sécurité et le développement. Et je dirais même que sur la façon de construire la paix d'une façon durable. C'est des atouts que chaque fois nous devons mettre dans nos réflexions. Merci beaucoup. Merci. Et bon. Merci.
Allô? Oui, monsieur Hicham, on vous entend. Je pense que le micro de... Je voudrais vous remercier parce que personne, je pense que vous avez vraiment joué un rôle important pour distribuer la parole, donner ce contrepoint utile à cet échange et je vous remercie d'avoir vraiment contribué à ce moment fort. Merci, à ma chère Mbaranga, qui est... Oui, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Non, j'ai terminé. Merci à vous tous. Hein. Ok, merci beaucoup à nos chers panélistes et tous ceux qui nous ont suivis à travers cette plateforme de Cluster Digital Africa. Nous vous remercions très sincèrement. Restez connectés, il y a beaucoup d'autres choses à venir et ensemble, nous allons faire de notre continent ce que nous voulons, l'avenir que nous voulons pour notre continent et pour tous les pays. Et je vous remercie très sincèrement, madame, monsieur, et bien des choses à vous, partout où vous vous trouvez. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci à tous et bravo encore. Merci. Merci, merci.